Bonjour et bienvenue à la 4e séance webcast 2021. Je m'appelle Jimena Sáez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Alors, je veux donner la bienvenue dans cette émission à notre expert Alain Faure. Merci Alain d'être ici avec nous dans cette nouvelle émission pour nous présenter un community live dédié aux réseaux sans fil. Comment réussir l'intégration VoIP vidéo sur Wi-Fi. Alors, afin de gagner un peu de temps, et puisque notre présentation est peut-être un peu longue, nous allons rentrer directement en matière, sans faire des annonces régulières. Et n'empêche, je vous demande de visiter la communauté et de rester attentif au forum Ask Me Anything que nous lancerons lundi prochain avec Gary Bolivar sur Routing and Switching. Et puis maintenant, au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco, nous remercions votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Alors, je vous présente notre expert. Passé à Bruxelles, Alain Faure est chef de projet dans la société Infrastructure Informatique et il est certifié CCIE Routing and Switching 1935. Avec plus de 30 ans d'expérience, il s'est spécialisé dans les réseaux, le Wi-Fi, la sécurité, la collaboration et le data center. Il a géré de nombreux projets pouvant atteindre de dizaines de milliers d'utilisateurs pour des entreprises internationales en Europe et en Asie, ainsi que pour des institutions publiques. Alors, si vous souhaitez télécharger la présentation en version PDF, que ce soit maintenant ou plus tard, voici le lien qui sera partagé par Gabriella sur le panneau du chat. Et puis, Last Direction, les dernières instructions. Ce podcast aura une durée d'environ 1h30. Vous pouvez poster vos questions techniques sur le panneau de Q&A qui est affiché à votre droite dans la partie d'en bas. Alors, attention, au long de la séance, nous lancerons 5 polling questions sur le panneau de sondage et vous aurez 2 minutes environ pour répondre. Et alors, il y en aura de choix multiples ou un seul choix. À vous de trouver la bonne réponse. Et aussi, vous pourrez participer sur cette pop-up qui s'affichera. On attend vos réponses. Et finalement, vous dire qu'en fin de séance, nous aurons une petite enquête qui s'affichera sur votre navigateur. Vous pourrez qualifier l'événement, nous envoyer vos commentaires et vos appréciations, et aussi nous proposer des nouveaux sujets. Alors, bonjour. Donc, je vais commencer donc par vous présenter l'ordre du jour. On a à peu près 5 chapitres. Une présentation générale de la problématique. Ensuite, un rappel des problématiques particulières du trafic voice vidéo sur le Wi-Fi. Et puis après, je vais vous présenter certaines réponses de Cisco à la problématique temps réel sur les réseaux sans fil. On verra des exemples de mise en œuvre en mode CLI, Command Inline Interface. Et puis je ferai un slide extrait du SRND Collaboration qui parle de l'architecture. Donc voilà, ensuite la première polling question. Alors, je vais ouvrir le sondage. La question est: quel est le mécanisme pour éviter les interférences sur les contrôleurs Wi-Fi Cisco? Alors, vous avez 3 options de réponse: Clean Frequency, Clean Air et Air Frequency. J'ouvre en ce moment le sondage, vous allez le voir. Voilà. Vous pouvez répondre directement là-dessus. Alors, réponse A, B ou C. Et on va le fermer dans 1 minute. Merci.
63% clean air, ce qui est correct, 9% clean frequency et 8% air frequency. Alors, clean air, c'est la bonne réponse. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on peut continuer sur la présentation, alors, s'il te plaît. Ok. Donc, je passe au slide suivant. Donc, comme introduction, alors, on va parler principalement des flux sensibles, c'est-à-dire la voix, la vidéo, mais aussi la signalisation, parce que pour faire des communications voix ou vidéo, il faut de la signalisation, genre SIP ou SCCP. Et puis ça comprend aussi tout ce qui est conférence, visioconférence ou conférence audio. À l'heure actuelle, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'architectures qui peuvent être optimisées, c'est-à-dire que généralement, on installe une base LAN et puis le Wi-Fi vient se rajouter dessus. Et il n'y a pas nécessairement les adaptations qui sont réalisées pour pouvoir bien optimiser la communication des flux sensibles. D'autre part, ce sont des problématiques qui sont beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, d'une part, justement, la base LAN. Et puis, il y a beaucoup de normes. Euh, pour un ingénieur réseau aussi, il faut se préoccuper beaucoup plus de la couche physique, c'est-à-dire la couche 1 du modèle OSI. Et ça, on n'a pas l'habitude de le faire sur des supports Ethernet. Il suffit pas non plus de jeter des gigabits dans la balance pour avoir une communication, c'est-à-dire que augmenter la taille des tuyaux ne sera pas suffisant pour avoir une bonne qualité de communication sur un réseau wireless. Alors, le domaine est assez complexe, donc c'est pas vraiment possible de pouvoir tout communiquer dans l'heure qui vient. Ce que je veux faire, c'est donner une structure, donner un peu un squelette qui va permettre d'avoir une vision d'ensemble. Je vais aussi vous donner pas mal de documents de référence avec des noms de chapitres que vous pourrez aller consulter pour approfondir un peu cette information. Et puis on va voir quelques exemples de configuration qui vont être tirés un peu de ce qu'on a vu dans les documents. Alors, parmi les choses, comme c'est un domaine complexe, en fait, il y a pas mal de choses à connaître. Et ça passe par les RFC, donc les Requests for Comment des normes Internet. Ça passe aussi par les normes du conseil I3E, donc tout ce qui est la série 802.11. Alors, je vous ai mis un petit exemple de RFC. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en ont lu de manière approfondie, mais il y a une RFC qui est marrante, c'est la RFC 1149, couche 1 du modèle OSI, qui indique un moyen de transport. C'est le moyen de transport par pigeon voyageur. Ça a donné d'ailleurs lieu à une autre RFC qui permet de faire de la QoS sur les pigeons voyageurs. Donc ça, je vous laisse rechercher. On a par exemple aussi une RFC, la 8325, qui va parler du mapping du modèle DiffServe sur l'I3E 802.11, qui est d'ailleurs updaté par la RFC 8622, qui va décrire une amélioration sur le DSCP. Bien évidemment, il faut connaître aussi les normes 802.11 A, B, G, etc. Et puis aussi bien voir que on est dans une communication qui est souvent en alpha duplex, c'est-à-dire que on peut, pendant qu'il y en a un qui émet, l'autre doit écouter. On n'est pas dans une communication full duplex où la formation peut transiter dans les deux sens en même temps. Donc, vous trouvez toutes ces normes et ces informations. Bon, peut-être certains ont l'habitude, Internet, des documentations constructeurs, et puis je vais vous en donner un certain nombre dans cette présentation. Donc, on va commencer par
Les références de documentation. Premier document important, Voice over Wireless LAN 4.1, Design Guide Cisco. Il a été updaté en 2013. Il y a beaucoup d'informations qu'on va ressortir de là. Il y a un autre document, un SRND, donc là aussi c'est sur l'architecture. Real-Time Traffic over Wireless LAN Solution Reference Network Design Guide. Il a été updaté en 2014 et c'est là-dedans qu'on va trouver une définition du concept de real-time sur wireless LAN, sur le Wi-Fi. Aussi, j'avais fait une présentation avant, enfin l'année dernière, au mois de février, sur l'AutoQoS sur les switches Cisco Catalyst 9000. Et ça serait bien que vous puissiez jeter un coup d'œil si vous avez un peu des difficultés avec les mécanismes de QoS. La première partie, il y a un rappel des mécanismes de QoS en français. Vous avez le lien là-dedans, donc vous pouvez consulter cette présentation. Alors, c'est vraiment très important, ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que la qualité de service, c'est bien, c'est sympa, mais il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, parce que sinon, le résultat d'une modification risque d'être pire que de rien faire. Donc encore une fois, il faut vraiment posséder absolument les normes 802.11, les fréquences 2,45 Go, 5 Go, le Wi-Fi 6, et puis bientôt on va avoir le Wi-Fi 6E. Il faut aussi bien comprendre le comportement des flux sensibles. Donc, comportement des flux sensibles, ça veut dire pourquoi le trafic a des paquets, le trafic voit par exemple a des paquets de petite taille, mais nécessite une régularité dans la transmission. Et puis aussi, par exemple, comment se comporte le trafic multicast pour faire de la diffusion vidéo. Donc, à toi, Jimena. Effectivement, on a fait un nouveau petit sondage là pour vous demander les téléphones portables Wi-Fi de Cisco. Lesquels de ces modèles-là appartiennent à Cisco? Alors, je vais ouvrir ce sondage-là pour que vous puissiez répondre. Alors, c'est ça, vous pouvez choisir un ou plus d'une réponse. Vous avez 3 modèles, alors vous pouvez choisir une, 2 ou 3. D'accord? Alors, la plupart ont répondu l'option B. 62%, 42%, l'option 1, 35%, l'option C. La réalité, c'est que les 3 sont des modèles de téléphone portable Wi-Fi Cisco. OK? Les 3 options étaient correctes. On peut continuer, Alain, s'il te plaît? Je te Oui, laisse la main. Allez, ok. merci. Donc, ensuite, on va s'occuper de l'architecture. Je vais vous faire une présentation donc d'une architecture typique, hein, relativement simplifiée. Donc on voit qu'on a pour une entreprise, on a généralement un siège dans lequel on va avoir un déploiement avec de la haute disponibilité, c'est-à-dire un contrôleur Wi-Fi qui fonctionne en passif et puis un autre en actif. Et puis, on va avoir des liaisons, des trunks CAPWAP qui vont permettre de relier chacun des AP vers le contrôleur. Donc, ça peut être en interne au siège. On voit par exemple que là, ça passe dans le LAN, ou bien sur des sites distants à travers un WAN du type MPLS par exemple. Donc ça, il va falloir tenir compte peut-être à la fois du transfert d'informations à travers le LAN et puis aussi à travers le WAN. Alors, il existe une version 17 et je n'en parlerai pas parce qu'elle est trop récente pour beaucoup de sites. Mais je vais me focaliser plutôt sur la version Gibraltar 16.12.x. Donc là, vous avez deux lectures à faire. C'est-à-dire survoler en tout cas pour les points qui vous intéressent le Cisco Catalyst
9800 série wireless controller software, configuration guide, Cisco iOS, XE Gibraltar, 16.12 et puis .x. Comme autre lecture, avant de pouvoir intervenir sur ce type de configuration, alors soit pour de l'installation, soit pour des modifications, lire absolument les release notes. Elles sont vraiment nécessaires de manière à savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont les nouvelles fonctionnalités qui sont offertes, et puis aussi éventuellement savoir s'il peut y avoir des bugs qui sont ouverts ou qui ont été corrigés et qui pourraient correspondre à votre infrastructure. Donc ça peut éviter des problèmes. Alors, les clients. Aussi une chose qui est relativement différente entre le LAN et le Wi-Fi, et donc qui peut poser plus de soucis quand on est sur des flux voix et vidéo, c'est que la diversité des clients est vraiment très importante. Il peut y avoir de nombreux clients avec des caractéristiques très différentes. Je pense par exemple aux versions d'Android sur les smartphones. Ça peut vraiment, il y a beaucoup de constructeurs, beaucoup de versions, ça peut être assez compliqué à gérer. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On va avoir les IP phones Wi-Fi qui sont faits par Cisco, avec par exemple le Cisco Desktop Collaboration Experience DX650, mais aussi des portables, des ordinateurs portables avec softphone ou webcam. Il y a les smartphones, donc un smartphone pouvant aussi recevoir et émettre du son et de la vidéo. Il y a les clients Jabber qui vont être sur des portables et qui vont utiliser le réseau Wi-Fi. Et puis donc ça c'est un peu une boutade, mais il y a les micro-ondes. Donc dans les micro-ondes, on va trouver les fours à micro-ondes et puis les radars. En fait, ce sont évidemment pas vraiment des clients, mais ce sont des perturbateurs. Et je dirais avec des réseaux Wi-Fi qui appartiennent à d'autres entreprises, d'autres organisations ou des gens qui se déplacent, on peut avoir beaucoup de perturbations dans le domaine des micro-ondes et donc dans le domaine du wireless. Et ça, c'est une chose dont il va falloir absolument tenir compte. Alors justement, dans la question, on avait vu plutôt les anciens téléphones Wi-Fi Cisco que vous pouvez éventuellement retrouver sur des sites. Il y a toute une nouvelle gamme, enfin il y a plusieurs nouvelles gammes en fait. Donc vous voyez Cisco Desktop Collaboration Experience DX650, DX80, DX70. On va avoir des téléphones à mettre sur le bureau, donc les 85-65, 85-61, 68-61. Et puis vous avez des mobiles avec par exemple le 88-21. Donc voilà, Cisco fournit ça, c'est toujours intéressant. Alors maintenant, on va attaquer les caractéristiques. C'est-à-dire que une fois que on a vu l'architecture globale du réseau, et on voit maintenant, on sait maintenant quels sont nos besoins. Est-ce qu'on a besoin de vidéo? Est-ce qu'on a besoin d'une vidéo très détaillée? Est-ce qu'on a besoin de son? Est-ce qu'on a besoin d'un son de très bonne qualité? À ce moment-là, on va pouvoir déterminer le type de terminaux dont on a besoin. J'en ai choisi deux. On va en détailler vraiment un complètement pour ce qui concerne les caractéristiques voix, vidéo et aussi sur le support de couche 1, c'est-à-dire tout ce qui est les ondes. Donc là, on va prendre par exemple le 8821, le téléphone wireless. Alors pour ça, il faut que vous allez voir la datasheet du terminal et vous allez avoir un tableau avec les caractéristiques wireless. Donc là-dedans, par exemple, vous allez trouver les différents protocoles utilisés, donc I3E, 802.11, A, B, G, etc. Vous avez aussi les différentes bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement va pouvoir opérer. Et puis, entre parenthèses, vous noterez que la première ligne, 2,412 à 2,472 GHz,
disons, c'est une bande il vaut mieux y faire très attention. Pourquoi? Parce que historiquement, en fait, le Wi-Fi s'est développé sur des bandes qui étaient utilisées par des équipements comme les fours à micro-ondes. Vous savez que l'eau vibre à partir de 2,45 GHz. Donc, quand on s'est aperçu de ça, les gens ont fait des fours à micro-ondes. Et qu'est-ce que c'est qu'un four à micro-ondes? C'est un émetteur qui fait, je sais pas, 500 watts, 1 kilowatt, et qui émet des fréquences à 2,45 GHz. Or, les fours à micro-ondes ont des fuites. Et ces fuites, eh ben, elles peuvent perturber vos transmissions Wi-Fi si vous êtes justement dans la bande des 2,45 GHz. Donc, c'est quelque chose où vous devez faire attention. Vous avez la liste un peu de toutes les différentes bandes de fréquences utilisables, hein. Bon, ça, je vous laisse là. Euh, aussi, donc on va avoir les caractéristiques en fonction des différents channels. Donc le nombre de canaux selon les fréquences de base et la bande passante des canaux. On va avoir aussi le, le mode opératoire, c'est est-ce que vous voulez qu'il fonctionne juste en 5 GHz, ce qui est vraiment plutôt préférable en fait en interne. Peut-être que si vous recevez des clients dans des salles de réunion ou dans des zones de réception, peut-être vous avez envie de donner le choix entre le 5 et le 2,4. Ensuite, vous avez le débit des données. Donc, en fonction du protocole 802.11 A, B, etc., vous pouvez attribuer un certain nombre il va y avoir de la bande passante. Donc, vous voyez, vous allez de 6 jusqu'à 54 mégabits par seconde. Dans les derniers, enfin, dans les normes les plus récentes, celles qui sont situées en bas de la page, donc 802.11n, 802.11 AC, on va avoir, donc vous voyez, ce qu'on appelle euh, des modulations et de schémas de codage, MCS, Modulation Codec Scheme. Ces modulations coding SEM, en fait, c'est un index hein, qui va de 1 à, je sais pas, une dizaine de, je sais pas, 10, 20, etc. Et pour chaque index, vous avez un certain nombre de caractéristiques. Vous allez avoir par exemple le flux spatial. Alors vous en avez un par antenne, donc ça va être généralement un ou deux. Vous avez le type de modulation qui va être utilisé, le taux d'encodage et le débit selon la fréquence du canal. Voilà. Alors ensuite, vous avez comme autre caractéristique la sensibilité du récepteur. Donc vous voyez que là les informations sont marquées en dB. Donc, en l'occurrence c'est dBm, c'est décibels milliwatts. Okay. Donc ça veut dire que votre récepteur Wi-Fi en fait pourra pourra recevoir une onde qui va être atténuée jusqu'à, par exemple, en bas, hein, moins 94 dBm. S'il s'est atténué donc à 100 dBm, eh ben, il n'y aura pas de réception possible. Donc cette atténuation, elle augmente au fur et à mesure de la distance. Et puis si vous avez par exemple des parois, des murs, des portes en métal, etc., à chaque fois vous avez un budget de puissance que vous diminuez de plusieurs décibels. Décibels milliwatts. Merci. On voit sur le slide suivant, donc vous avez la transmission en sortie, donc à 5 GHz, si vous utilisez le protocole 802.11a, vous pouvez sortir avec une puissance de 14 dBm. Et puis si vous rajoutez une antenne,
Par exemple, à 5 GHz, vous pouvez monter jusqu'à 3 dBi. Donc c'est décibels isotropique peak gain. Donc c'est le gain maximum de décibels isotropiques. Donc tout ça, ça va permettre un peu de pouvoir déterminer à une position d'AP donnée, et puis en fonction des différents obstacles qu'il peut y avoir entre l'AP et le client, la possibilité de pouvoir communiquer. Si on détermine que le budget du client puissance n'est pas assez important, la communication ne sera pas possible. Donc voilà, ça c'est important quand on fait l'installation des AP. Euh, sur l'aspect donc caractéristique des terminaux Wi-Fi, il n'y a pas seulement les problématiques électroniques, on va dire, il y a aussi, est-ce que l'access point, il a le logiciel suffisant pour pouvoir gérer le terminal en question. Donc on voit ici, pour le 8821, on a besoin d'un access point qui soit au minimum à 8.0.121 de firmware, dans le cas où on travaille avec un contrôleur centralisé. Par contre, si la l'AP travaille en autonome, à ce moment-là, on voit qu'il y aura besoin d'un firmware, un iOS, là en l'occurrence, 12.4 21AY. Je vous fais pas la partie wireless security parce que là, je suis vraiment plutôt axé sur la partie voice et vidéo sur le Wi-Fi. Donc c'est moins intéressant, on va dire. Mais bon, si vous avez des questions, c'est toujours qui soient reliées avec des clients Wi-Fi, genre authentification, etc. Pour des téléphones, ça c'est, vous pouvez toujours poser les questions éventuellement. Donc quand on continue dans les caractéristiques, je vous rappelle, hein, dans votre datasheet, vous allez voir QoS, et là QoS, il va vous dire, voilà, vous avez la possibilité d'utiliser telle et telle norme. Donc on va avoir la norme I3E 802 11E, WMM. Vous avez aussi trafic spécification, trafic classification. Entre parenthèses, donc je ne vais pas revenir dessus, mais T-class permet d'identifier un trafic IP de manière fine. Vous avez Answered Distributed Channel Access, EDCA, QoS Basic Service Set, QBSS. Donc on va revenir là-dessus plus en détail. Une fois qu'on a terminé le portable, en fait, vous avez aussi des stations qui vont avoir peut-être des fonctionnalités un peu différentes. Donc vous avez WMM qui est assez général, Answered Distributed Channel Access, EDCA, et puis QoS Basic Service Set, QBSS. Vous avez aussi une fonctionnalité de détection des radars. Hein. Comme on l'a vu, les radars peuvent être perturbants. Alors, quand on pense radar, on pense peut-être au radar sur la route, mais ça peut être aussi des radars près des terrains d'aviation. Si vous gérez le réseau d'un aéroport, par exemple, vous risquez d'avoir pas mal de ce type de perturbations. Donc, vous avez le DFS et puis le TPC. On viendra sur la norme I3E 802.11H, qui est en fait une norme pour l'adaptation à l'espace européen. Parmi les normes aussi que peuvent supporter les clients Wi-Fi, vous avez le Cisco compatible extension CCX. Je ne vais pas détailler ça parce qu'en fait, ça supporte pas seulement de la voice de la voice ou du trafic temps réel, mais c'est aussi fait par exemple pour de la sécurité ou ce genre de choses-là. Donc Cisco a mis au point ce protocole pour permettre de supporter les améliorations à la norme Wi-Fi. Généralement, dans la documentation et ce dont on va parler, ça fait référence plutôt aux versions CCX4 ou CCX5. Mais en fait, il y en a, ça va de, je sais pas, de 1 à une dizaine.
Alors, je vous propose de lire le livre CCNA Wireless Quick Reference qui en parle. Vous avez un chapitre Cisco compatible extension CCX. Et alors, si vous voulez retrouver ce chapitre, c'est pas difficile. Vous allez sur Google, vous tapez dans la barre de recherche Cisco compatible extension CCX et vous ajoutez espace CCNA. Et dans ce qui vous est proposé, vous allez pouvoir tomber dessus. Donc vous allez dire, bon, malheureusement, oui, c'est en anglais. Alors, maintenant qu'on a vu un peu l'architecture, on a vu un peu une présentation générale, on a vu un peu les caractéristiques des terminaux. On va maintenant rappeler un peu les problématiques de la communication Voice over IP et puis vidéo spécifique au Wi-Fi, sachant que c'est dans une optique un peu de voir comment Cisco offre des solutions pour pouvoir gérer ça correctement. Donc, Jimena, c'est à toi pour le sondage 3. D'accord. Ben, nous avons un troisième sondage et il y a juste Robert qui vient d'arriver. Alors, il va pouvoir aussi répondre. Alors, la question, quel protocole utilise un IP phone Cisco pour réserver la bande passante pour un appel téléphonique G711? On va ouvrir le sondage. Vous avez 3 options. L'option A, RSVP CAC. L'option B, SCCP CAC. Ou l'option C, SIP CAC. Il n'y a qu'une seule réponse qui est la correcte. J'espère que vous n'allez pas vous tromper. Alors, à vous de choisir la bonne réponse. Oui, c'est peut-être un peu une question piège en fait, parce que c'est dans le cadre du Wi-Fi. C'est toi qui as posé la question, hein? Oui, 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 oui. Attendez, encore quelques angles, allez-y. Je pense que ça s'est arrêté. Bon, les autres, ils n'ont pas su, carrément. OK, là, on Ouais, ferme le sondage. je dirais un mot là-dessus. Tu peux le dire maintenant. Bah, quand le sondage est fermé. Ah bon, d'accord. Alors, je le ferme. Voilà. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'RSVP CAC, c'est effectivement ce qu'il y a dans la collaboration avec CECM, etc. Mais en fait, là, en l'occurrence, comme on parle, on est sur une problématique Wi-Fi gérée par le contrôleur. En fait, on va utiliser SIP-CAC pour pouvoir gérer l'arrivée des appels sur le réseau wireless. Donc, mais effectivement, RSVP CAC, c'est pas faux, ça existe, mais voilà, on va plutôt utiliser la troisième solution. Voilà. Et oui, bah, presque 40% ont répondu l'option A, 12% l'option B et 21% l'option C. La bonne réponse, c'est SIPCAC, OK? Bah, et puis les autres qui n'ont pas répondu, bah, vous avez tort. Tant pis. Allez, je te redonne la main et puis je coupe le son. Ok. Donc, alors, le sujet. Donc, le concept de real-time sur wireless LAN, sur Wi-Fi, comprend aussi les outils de collaboration comme l'échange de fichiers ou même éventuellement la collaboration à travers de l'échange d'applications ou par exemple le tableau blanc ou ce genre d'outils-là. En fait, c'est une certaine logique puisque l'utilisateur est en attente de réception. C'est-à-dire que euh, en fait, on a deux types de contraintes au niveau des flux de collaboration. On va avoir l'attente de l'utilisateur, c'est important, c'est très important, parce que si la personne doit attendre un quart d'heure avant de voir une modification sur un fichier, ça ne le fait pas. Mais on a une contrainte technique qui est la voix
qui est pour la voix et la vidéo, parce que ça c'est nécessaire pour que juste ça marche. Parce que si les caractéristiques ne sont pas correctes pour la voix ou pour la vidéo, il y aura un problème, on peut considérer que ça ne marche pas. Donc moi je vais me focaliser sur la voix et la vidéo. Pour les autres, c'est-à-dire l'échange de fichiers ou ce genre de choses-là, il est toujours possible d'appliquer les solutions que vous connaissez classiquement sur un réseau LAN WAN. Par exemple, avec le DSCP, vous créez des classes particulières qui vont vous permettre de donner un peu plus de priorité quand il y a une congestion. D'ailleurs, je rappelle, parce que c'est vraiment très important, n'oubliez jamais que dès qu'on parle de QS, de qualité de service, cela n'a d'intérêt, cela n'a d'existence et ne s'applique que lorsque vous avez une congestion. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de congestion, ça n'améliorera pas les choses. Si vous avez une connexion, par exemple, qui est lente, euh, parce qu'il n'y a pas assez de bande passante, parce que le temps de ping est trop long ou ce genre de choses-là, vous améliorerez absolument rien du tout en mettant en œuvre de la QS, en activant ou en modifiant les paramètres du QS. Il faut qu'il y ait plusieurs flux qui soient concurrents et qu'il n'y ait pas assez de bande passante pour prendre en charge ces différents flux. Alors, on peut utiliser le Wi-Fi dans beaucoup de cas, mais bon, généralement, les cas statiques sont assez bien maîtrisés. C'est-à-dire quand on va avoir des bureaux, par exemple, on va répartir un peu les AP à droite à gauche. On va avoir des subsidiaries, des succursales ou des agences. Et puis, on va avoir un nombre limité d'utilisateurs. Donc ça, c'est quand même généralement bien maîtrisé. Par contre, il y a d'autres conditions qui vont pas être très simples, du style les salles d'exposition. C'est-à-dire vous avez un grand hall, vous avez plein de gens et vous devez mettre des bornes Wi-Fi et puis les gens bougent tout le temps. Voilà. Les gares, c'est un peu la même problématique. Vous avez les usines. Les usines, vous avez des perturbations électromagnétiques. Vous avez éventuellement des chariots ou tout un tas d'équipements qui ont eux-mêmes du Wi-Fi ou les véhicules, hein, un bus, un train, je sais pas quoi. À ce moment-là, vous allez avoir des perturbations. Donc tout ça, ça rend les choses un peu plus compliquées. Les trois niveaux de concurrence. Alors, on va avoir sur un réseau LAN, généralement, on se préoccupe que de deux niveaux de concurrence. C'est la couche 2 du modèle OSI et la couche 3, Ethernet et IP. Mais là aussi, pour le Wi-Fi, on va devoir se préoccuper de la couche 1. Donc, c'est-à-dire typiquement le support, les ondes. Euh, donc on va voir ça tout de suite et je vais commencer par la couche basse pour aller vers la couche haute. Premier slide sur le sujet. Donc la concurrence des ondes. Cisco propose un modèle, enfin c'est donné par Cisco, mais ça peut s'appliquer j'imagine à d'autres constructeurs, un modèle en 80-20, donc c'est-à-dire 20% de recouvrement. Ça veut dire que la longueur du rayon d'émission doit avoir 20% en commun avec un autre AP et 80% exclusif à chaque AP. Dans ces domaines, on doit avoir moins 60 dB, moins 67 dB pardon, d'atténuation. Pour ça, pour plus de détails, je vous recommande très chaudement de lire le SRND et en particulier le chapitre High Viability, donc la haute disponibilité. Ça permet comme ça, par exemple, de pouvoir faire du roaming, c'est-à-dire d'avoir un client qui va se balader d'une zone d'AP à un autre sans avoir de coupure. Parce que c'est particulièrement important quand vous vous adressez à des gens qui font de la voice over IP. Parce que si vous avez des ordinateurs, à la limite, ça se voit pas trop. Mais si vous êtes en conversation téléphonique et que vous passez d'une zone à l'autre et que ça coupe après chaque zone et que vous vous déplacez dans un bâtiment, c'est vraiment très problématique.
Alors, vous allez devoir aussi tenir compte du nombre de communications dépendant du nombre de canaux. Par exemple, je vous ai pris un extrait là je vous ai pris un extrait du SRND sur la partie capacity planning, page 22. Donc, je vous ai mis le numéro de page en fait parce que je fais référence au document que je vous ai donné en premier. Hein, donc, normalement, vous devez pouvoir le retrouver comme ça. Donc, vous regardez le tableau. Vous avez un certain nombre de flux, hein, donc de flux vidéo, par exemple. Là, il y en a 7. Ils utilisent le codec H264. Ils ont une largeur d'écran de 720 pixels. On est à 2,5 mégabits par seconde de transfert pour chaque téléphone. On est sur un protocole Wi-Fi 802.11n et donc vous allez utiliser un data rate de 400 MHz par canot et vous allez utiliser donc le MCS 7. Donc vous vous rappelez, le MCS, en fait, il a un certain nombre de caractéristiques, c'est un index, hein. Donc ça va être les flux spatiaux, ça va être le modèle de codage, etc. Donc ça, vous allez voir cette table et vous allez pouvoir déduire comment vous allez tailler votre architecture à ce niveau-là. Donc, slide suivant. Ça va être pour une architecture real-time tout real-time sur le Wi-Fi, on utilisera plutôt la bande des 5 GHz. Et puis, bien évidemment, je pense qu'il faut évoluer assez rapidement vers le Wi-Fi 6 et puis ensuite vers le Wi-Fi 6E. Et pour ça, je vous recommande vraiment de lire la présentation qui a été faite par Federico Ziliotto, si je prononce bien, le Wi-Fi de nouvelle génération, la partie et après le Wi-Fi 6. Donc, je vous ai mis là aussi le lien vers sa présentation parce qu'elle décrit très bien tout ce qui est Wi-Fi 6 et bien évidemment à partir du moment où vous mettez en place de la voice over IP et de la vidéo sur du Wi-Fi, c'est quand même mieux de mettre du Wi-Fi 6 et c'est quand même mieux de lire, de voir aussi sa présentation. Autre chose, donc quand on a quand on a un téléphone wireless, hein, comme le 8821 qu'on a vu tout à l'heure, on a besoin de pouvoir avoir une zone qui est couverte de manière continue par le Wi-Fi, mais c'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir deux AP qui sont tellement éloignés que par défaut, leur configuration ne leur permet pas de pouvoir faire une couverture globale. Donc pour ça, il y a une comment dire, il y a une fonctionnalité qui, quand on a un ratio signal-bruit faible, ça veut dire que le signal n'est pas assez élevé ou bien il y a trop de bruit parasite, ça conduit à une augmentation de la puissance émise. C'est-à-dire qu'on va chercher en fait à amplifier l'émission de manière à pouvoir toucher plus loin et donc éventuellement pouvoir coller jusqu'à une autre zone. C'est ce qui est représenté là sur le schéma. Donc il faut avoir conscience un peu de ce genre de mécanisme et éventuellement, je sais pas, les configurer s'ils ne le sont pas. Euh, alors, comme je vous en avais parlé, on a la norme 802.11h parce que il y a depuis longtemps des lois sur les puissances d'émission. Tout ce qui est émission, tout ce qui est radio, tout ça, ça a fait l'objet d'aspects réglementaires depuis très longtemps. Euh, et là, la norme 802.11h, ça correspond à des contraintes de la part de la communauté européenne. Donc c'est le genre de choses que vous allez retrouver en Europe, évidemment, et pas nécessairement dans d'autres pays.
comme au Canada, par exemple. Vous avez deux choses, vous allez avoir deux fonctionnalités dans ce cadre qui vont être utilisées dans ce cas-là. Vous avez la sélection dynamique de fréquence, le DFS, et puis vous avez le contrôle de la puissance, TPC, parce que évidemment vous n'avez pas le droit de dépasser une certaine puissance pour vos Wi-Fi, pour vos émetteurs Wi-Fi. Donc jusqu'à présent, on a parlé des ondes, puis on a parlé des fonctionnalités qui permettent de gérer les problèmes au niveau des ondes. On va parler maintenant de la concurrence du trafic tram au niveau des canaux Wi-Fi. Donc, un espace Wi-Fi se comporte un peu comme un hub. C'est ce qu'on a vu au départ avec les boîtes de conserve, hein, avant l'invention des switches. Les clients Wi-Fi essayent de transmettre dès que possible, mais si un autre client émet en même temps, le message est brouillé. C'est la collision. Ça ressemble beaucoup au mécanisme CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Détection, qu'on connaît au niveau au niveau des réseaux Ethernet. Donc là, je vous ai mis un petit schéma, hein, on voit, on a des téléphones qui sont en train de discuter sur le canal 7, il y en a un autre qui émet au moment où il y en a un où celui du haut émet, et on a donc une collision. Ça c'est rapide. Alors, on a parlé de la couche 1, de la couche 2, et maintenant, bien évidemment, il y a la couche 3, et ça, elle est aussi importante parce que ça permet de faire l'intégration de la gestion de la qualité de service au niveau du Wi-Fi avec la gestion de la qualité de service au niveau du LAN ou du WAN. Donc là, on va gérer la concurrence entre le trafic temps réel et le trafic best effort. Donc, on va partir sur deux grands principes, hein, c'est-à-dire le trafic temps réel voix vidéo et puis le best effort, transfert de fichiers transactionnels. Mais il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité de pouvoir régler ça plus finement. Vous avez la possibilité de faire différentes catégories, ce qu'on va voir. Tout ce qui est transactionnel, c'est bon, vous allez consulter un site web HTTP, donc transactionnel, c'est en gros vous avez un utilisateur qui attend une réponse. Encore une fois, on attribue une priorité en cas de congestion. La QoS sert à rien, quel que soit le support, s'il n'y a pas de congestion. On va utiliser le modèle très classique, classification, marquage, et puis stratégie, par exemple, stratégie de drop des paquets ou de stockage ou ce genre de choses-là. Donc, je vous recommande de lire le SRND QoS Advanced Feature for VLAN Infrastructure pour en savoir plus sur le sujet. Alors, voilà. Donc, Rimena, c'est à toi pour le sondage numéro 4. C'est correct. Écoutez, je vais ouvrir le sondage. Alors, vous avez dans le modèle qualité métal, à quoi correspond Platinum? Option 1, voix. Option B, vidéo. Option C, SIP. Une seule réponse est correcte. Je vous laisse répondre, c'est pas très difficile. Mais par contre, il va falloir qu'on avance parce qu'il nous reste quasiment une demi-heure et il faut qu'on se dépêche. Je vous laisse finir de répondre et on continue avec les explications. Merci tout le monde. Donc, je continue. Oui, vas-y, s'il te plaît. Donc, maintenant, on va passer aux réponses de Cisco aux problématiques real-time sur wireless qu'on a vu tout à l'heure. Pour chaque niveau de perturbation, Cisco propose dans le contrôleur des mécanismes propres à faciliter la qualité de service pour tous les trafics. Donc on va voir un peu ça maintenant. Alors, pour la couche 1, c'est-à-dire pour tout ce qui est les ondes, les recommandations de Cisco, c'est le recouvrement, on a vu, doit être de l'ordre de 20%.
Dans la couverture d'un AP, le signal doit être au minimum de moins 67 dB. Ça veut dire qu'il doit être par exemple de moins 60 dB. L'utilisation des canaux doit être inférieure à 50% en temps normal, hein, de manière à pouvoir faire des dépassements rapides. Et puis aussi, le ratio signal sur bruit doit être supérieur à 25 dB, de manière à pouvoir avoir plus de clarté dans le signal. Alors, pour faire du roaming en gardant la même qualité de service, on est toujours dans une problématique de couche 1. Ça veut dire prendre son téléphone et puis passer d'un AP à l'autre. On a un certain nombre de mécanismes. Donc, Beacon Retry, prise en compte de la perte des paquets, RSSI, SNR, QBBS. On détaillera ça un peu plus loin. Pardon. Pardon. Alors, une fonctionnalité très importante pour éviter les interférences, qui est très pratique avec Cisco, c'est ce qu'on appelle Clean Air. Donc, ça c'est l'objet de la première question. Cette fonctionnalité, elle est logée dans un ASIC. Elle détecte les sources d'interférence. Alors ça peut être, encore une fois, four à micro-ondes, radar, mais aussi un passant qui a un téléphone avec le Wi-Fi activé dans sa poche. Ça peut être un réseau Wi-Fi d'une autre organisation proche. Ça provoque un changement de canaux quand il y a interférence. Et puis, c'est un mode dans lequel on a, pour cette détection, un échantillonnage qui se fait à 78 kHz au lieu des 5 MHz classiquement. Le mode Clean Air est autorisé par défaut. Il est vraiment très pratique. Il est très pratique, mais il charge quand même, il peut éventuellement charger les logs. Donc ça, c'est une chose à laquelle vous devez faire attention. Alors, le mode client-click, lui, il va délivrer un faisceau orienté pour les AP 802.11n. Donc ça va se faire par paquet et par client. Ça permet d'avoir une augmentation du débit de 65%. Et ça permet aussi de réduire les trous de couverture. Ensuite, alors ça c'est un schéma peut-être que, bon, si vous avez l'habitude des réseaux, vous connaissez. C'est-à-dire que on va avoir le comportement de plusieurs stations, plusieurs clients, par exemple plusieurs téléphones. La station A émet une trame, les stations B, C et D avaient l'intention d'en émettre une, mais comme elles voient la station A qui émet la trame, alors elles décalent leur envoi, c'est ce qu'on appelle défaire, et puis essayent de la remettre plus tard. Et puis on voit qu'on va avoir un petit délai aléatoire qui va être ajouté pour les différentes autres stations. C'est ce qui fait qu'on a les barres. C'est ce qui fait qu'on a les barres grises qui sont de taille différente. Ok, bon, je vais pas insister plus là-dessus. Alors, donc ensuite on a deux manières de faire du call control, c'est-à-dire est-ce que le réseau Wi-Fi va accepter d'avoir un appel supplémentaire. On a deux modes. Soit par la bande passante, qui fait l'objet de ce slide, et dans ces cas-là, on accorde l'appel si la bande passante est disponible. Le mode wireless multimédia doit être autorisé, sinon ça marche pas. Donc c'est ce qu'on voit, hein. On autorise pour 3 appels, s'il y en a un quatrième qui arrive, eh ben, il est rejeté. On a aussi un autre mode qui là est pas sur la bande passante, mais prend en compte
la charge actuelle du réseau, c'est-à-dire qu'il va vraiment valider un peu de manière, comment dire, régulière sur le réseau, les applications, tout ça, la bande passante qui est réellement occupée par tout le trafic et qui va accorder l'appel en fonction des circonstances actuelles, c'est-à-dire de la bande passante réellement consommée à l'instant T. On voit qu'il y a aussi un mode particulier qui permet pour les appels d'urgence, alors aux États-Unis c'est le 911, donc qui va permettre par exemple de demander de la bande passante spécialement pour les appels d'urgence. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le, dans le, sur la datasheet en fait du 8821, ce qui s'appelle Traffic Specification. TSPEC, ça permet au client Wi-Fi de réclamer à l'access point une bande passante pour un appel. C'est le mécanisme de call. Il est utilisé comment dire, en collaboration avec SIP Voice Call Snooping, qui va analyser les trafics qui sont sur le port 50-60. Donc il va analyser un peu la signalisation SIP, et en fonction de la signalisation SIP, eh bien, il va réclamer de la bande passante pour l'appel. Donc c'est ce qu'il y avait hein, dans le petit polling question. La réponse c'était ça, c'est-à-dire que c'est SIP CAC. Vous pouvez voir d'ailleurs dans le guide de configuration le chapitre SIP Call and Mission de Control CAC. Alors, on a aussi une fonction de gestion de l'énergie. Elle est définie dans la norme 802.11e. En fait, le transmetteur du client Wi-Fi s'éteint quand il n'y a rien à transmettre. Et puis il se réveille toutes les quelques centaines de millisecondes pour savoir si l'AP a quelque chose à transmettre. Il est autorisé avec le mode WMM, un Wi-Fi multimédia, donc c'est important que ce mode soit toujours autorisé sur l'architecture. Donc le nom anglais, Unscheduled Automatic Power Safe Delivery. On a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Traffic Strain Metrics. Elle permet d'avoir des statistiques sur le trafic et découvrir des sources de problèmes. Donc vous savez que dans la Voice over IP, on a trois caractéristiques qui sont problématiques. La perte des paquets, qui doit être inférieure à 1%, le délai de transmission, qui doit être inférieur à 150 millisecondes, et puis aussi la gigue, je ne me rappelle plus exactement, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais qui doit aussi être très faible. Je crois que il me semble que c'est 1%. Donc ça permet de qualifier un peu la liaison de manière dynamique, mais ça nécessite, vous voyez, le CCX version 4 ou plus. C'est ce qu'on avait vu. C'est pour ça que c'est important de connaître ça pour savoir est-ce que mon terminal dispose de cette fonctionnalité. Le reporting se fait par l'access point et par client qui est identifié grâce à son adresse MAC. Alors ensuite, vidéo stream. Donc on peut avoir besoin de flux vidéo. C'est le cas par exemple des hôtels dans lesquels vous pouvez avoir des télévisions ou des points terminaux qui peuvent être équipés de Wi-Fi, tout ça sur lequel vous voyez de la télévision. Donc le flux vidéo est multicast, mais VideoStream rend ce flux unicast entre l'AP et le client Wi-Fi. C'est-à-dire que il va pas distribuer le flux à tout le monde, ce qui l'obligerait en fait à envoyer des trames à tout le monde. Il envoie ça uniquement à un client particulier. Donc c'est utile dans un hôtel. On verra l'application plus loin. La gestion de la qualité de service par WLAN. Donc ça, encore une fois, je le redis, il faut que WMM soit autorisé.
Euh, bon, ça, je vous laisse regarder un peu le document Cisco Catalyst 9800 Series, configuration Best Practice, chapitre Quality of Service. Voilà. Il a été remis à jour en 2021. Donc, la gestion des profils de qualité de service. Couche 3. Il y a 4 profils classiques qui vont être utilisés dans le Wi-Fi qui correspondent à ce qu'on trouve dans les préconisations Cisco pour les réseaux classiques LAN WAN. Donc Platinum pour le voice, Gold pour la vidéo, Silver, Best Effort, mode par défaut, et puis Bronze, background. Donc Platinum pour la voice, pourquoi? Parce que disons, à l'usage, on s'est aperçu que le plus important dans la communication, c'était le voice. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une vidéoconférence, il faudra toujours mieux que la voix soit de très bonne qualité plutôt que la vidéo soit de très bonne qualité. C'est une question de confort pour l'utilisateur et ça capte beaucoup plus l'attention, c'est beaucoup plus intéressant. On a une fonctionnalité qui s'appelle QS Role, c'est la gestion de la QoS en fonction des utilisateurs. Donc il est possible d'attribuer différentes politiques de bande passante pour un utilisateur, par exemple un guest, donc un invité, c'est-à-dire vous recevez quelqu'un dans votre entreprise et vous lui attribuez certaines caractéristiques qui peuvent être plus ou moins importantes que ce que vous donnez aux utilisateurs normaux. Ça peut être le cas aussi, par exemple, dans un hôtel. Hein. Si vous utilisez un serveur Radius, généralement c'est ce que vous utilisez quand vous avez une infrastructure Wi-Fi comme un peu conséquence, vous devez déclarer le profil sur le serveur Radius. Alors, vous avez une correspondance entre toutes les couches. C'est amusant. Vous avez une correspondance entre toutes les couches quand vous travaillez en Wi-Fi. C'est-à-dire que je vous mets le tableau là en bas. Hein. Si vous prenez du trafic voice, donc avec le protocole RTP, là, vous avez le champ des SCP qui va être à EF. Et puis, au niveau inférieur, vous allez avoir sur Ethernet le 802.1p, le COS, le champ COS va être égal à 5. Et puis, pour le Wi-Fi, vous avez le champ WMM up qui va être à 6. Donc, il faut avoir une continuité sur tout l'ensemble de votre réseau, que ce soit LAN, WAN, Voice, Wi-Fi, de manière à ce que tout ça, ce soit bien cohérent. Et c'est très important. Si à un moment, vous avez une incohérence entre ces correspondances, votre QS aura des problèmes. Par rapport à la page d'avant, j'ai juste rajouté, vous voyez, la vidéo. Donc on a en principal la voice, ensuite la vidéo, et puis ensuite voice and video control, en fait c'est la signalisation. Donc c'est tout ce qui est SIP, SCCP, MGCP, etc. Alors, polling, sondage, question 5. Donc Rimena, c'est à toi. Ok, ben on ouvre le sondage, le tout dernier sondage. Alors, c'est aussi réponse multiple. Je vous laisse répondre. C'est Ouais, parmi les spécifications IEEE 802.11e, on trouve Block Acknowledgement, NOWAC et Indirect Link Setup. Vous pouvez choisir une, deux ou trois réponses. À vous de choisir. Et si tu veux, on continue parce qu'il reste que 18 minutes et je crois qu'on est un peu en retard. Je pense qu'on n'aura plus le temps de répondre aux questions sur, sur la fin de la séance, ok? Je te laisse ok, continuer. Allez, vas-y. d'accord. Ok. Alors, donc on en a déjà parlé au début.
on a une fonctionnalité qui s'appelle QBSS, donc QoS Basic Service Set. Alors, avant la version, je ne vais pas parler de la version 17.2, mais je vous le dis juste pour info, pour que ça puisse vous servir. Donc, avant la version 17.2, c'est-à-dire toutes les versions 16, elle est autorisée avec WMM. Donc, elle permet, ça veut dire pour la version 17.2 et au-delà, vous devez regarder dans les différentes documentations. Je vous ai mis un peu là sur la droite les différentes documentations auxquelles vous pouvez faire référence. Donc ça permet au client Wi-Fi de déterminer s'il doit rechercher un autre AP quand l'AP qu'il a choisi est trop congestionné. Donc ça c'est quand on a des recouvrements. À ce moment-là, le client peut décider soit je veux l'AP A, soit je veux l'AP B, si l'AP A est trop, il y a trop de monde dessus. EDCA, On-Site Distributed Channel Access. Donc ça permet au contrôleur de donner un accès préférentiel aux canaux en fonction du type de trafic. Par exemple, la voix, la vidéo, la data. Donc là encore, vous pouvez voir dans le guide de configuration, je vous ai mis le chapitre EDCA Parameters sur lequel vous avez un peu plus d'explications sur le sujet. Donc vous avez là comment dire, on peut dire c'est une application, c'est un service, enfin c'est une fonctionnalité très riche qui est donnée par Cisco qui s'appelle AVC. Ouais. Donc Cisco Visibility Application and Control. C'est pas spécifique au Wi-Fi, donc je ne veux pas la traiter là. Par contre, je vous ai mis un lien vers les documents Cisco où ils en parlent et où il y a vraiment beaucoup d'informations. Alors maintenant, on va passer à la mise en œuvre sur la CLI. Donc la CLI, évidemment, c'est Command Line Interface. Donc on va commencer. On va commencer par tout simplement WMM, on en a beaucoup parlé, et la QoS. Donc là, par exemple, vous avez une architecture, vous avez trois WLAN, vous avez le WLAN 3 qui va être dédié à la vidéo, vous vous rappelez, cas de l'hôtel, avec un client Wi-Fi avec de la vidéo, il va faire que de la vidéo. Vous allez avoir le VLAN 5 qui est un VLAN général, mais dans lequel vous ne trouverez pas de la vidéo ni de la voix. Enfin, en tout cas, on n'en tiendra pas beaucoup, on n'en tiendra pas compte. Et puis vous avez VLAN 10 qui va être dédié à la Voice over IP et dans lequel vous allez trouver un téléphone IP Wi-Fi. Donc ça va correspondre un peu tout simplement au VLAN qu'on va trouver par exemple sur le LAN. Vous avez une architecture typique, un téléphone. Vous avez un VLAN data et puis un VLAN voice. Donc comment on configure ça? Alors elle est mise en place par WLAN. Donc vous devez l'autoriser. C'est ce qu'on va trouver là, config VLAN WMM allow 3. Et puis vous pouvez forcer, vous pouvez n'autoriser que les clients qui supportent le Wi-Fi multimédia sur le VLAN. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, require, ça veut dire je n'accepte que les clients qui ont la fonctionnalité WMM sur le WLAN numéro 3. Donc, cette fonctionnalité est mise en place par WLAN pour un VLAN où il y a de la Voice over IP. Donc là, je vous ai mis aussi de la configuration. VLAN QoS 10 Platinum, VLAN QoS Gold et 5 Silver. Donc Platinum pour la voix, pour la vidéo, etc. Le rôle, ce qu'on a vu, rôle QoS. Donc rôle QoS, on voit qu'on a un client tout en bas à droite, le client Wi-Fi Guest.
Ce client Wi-Fi guest, on va lui attribuer le rôle, donc ça va être le rôle 01 avec des caractéristiques. Donc on voit que premièrement, vous devez configurer une sécurité de niveau 3 sur le VLAN. Hein, c'est ce qui se passe quand vous avez votre client Wi-Fi. Grâce à une page web, vous pouvez être autorisé. Et puis, vous devez faire la modification sur le serveur Radius. Donc, vous avez un tuple avec nom, valeur et type. Et vous devez renseigner votre serveur Radius pour le rôle. Le rôle est défini pour le rôle, donc on définit des débits, right? On va définir des débits pour les différents types de trafic. Donc, ça va être par exemple le data rate, ça va être pour ce qui concerne les données, et puis le real-time rate, ça va être pour ce qui concerne la voice over API et la vidéo. On a parlé aussi du SIP-CAC, c'est-à-dire comment un téléphone demande par SIP une certaine bande passante pour établir un appel. Donc l'AP va intercepter la requête TS-SPEC du protocole SIP et va l'envoyer vers le contrôleur Wi-Fi. Donc ça va être vu grâce à SIP Snooping, vous vous rappelez, qu'on doit mettre en place. Et de cette manière-là, on peut arriver à faire du CAC grâce à SIP. La configuration du profil, wireless, profil policy, policy name, vous devez faire un shutdown, ensuite modifier la policy. Donc là, vous voyez un Platinum up, Platinum, et puis on dit que c'est un client voice en entrée, voice en sortie. Ne pas oublier la petite ligne call snoop à la fin pour faire le SIP snooping, et ensuite vous faites no shut. Je vous ai rajouté cette partie-là. Donc on voit que c'est pareil. Vous voyez les dernières lignes à la fin, là, AP.11, etc. Donc ce qui se termine par ACM, c'est en fait autorise le CAC par la bande passante. Et la ligne du dessous, c'est SIP autorise le CAC par SIP snooping. Ensuite, on choisit une bande passante et un intervalle d'échantillonnage pour la mesure et ses fonctions du codec. Par exemple, là j'ai laissé de 8 à 64, mais ça va être 8 kilobits pour du G729 et 64 kilobits par exemple pour du G711. Et puis vous devez mettre aussi, vous savez que les paquets voix sont envoyés avec un certain intervalle. Donc l'intervalle par défaut, il va être de 20 millisecondes pour du G711 ou pour du G729. C'est ce que vous avez par défaut. Mais ça, vous pouvez le régler éventuellement. Ouais. Bien évidemment, comme je vous ai dit au départ, il faut vraiment savoir à quoi ça va correspondre par rapport à votre client. Le mode cleaner. Donc pour savoir le mode cleaner, hein, je vous rappelle, c'est le mode qui permet d'améliorer un pôle, d'améliorer la transmission malgré les perturbations. Donc pour pouvoir voir comment ça se passe, vous pouvez passer cette commande, show cleaner config. La fonctionnalité traffic stream metrics. Donc ça, pour autoriser la fonctionnalité vous avez config 802.11b TSM enable. Et puis, pour connaître les statistiques pour un client, donc rappelez-vous, hein, c'est juste DLPert, il n'y a pas la giga. Vous faites show client TSM 802.11b et puis l'adresse MAC. All. Donc, vous voyez, il y a deux modes possibles. Je vais un peu vite parce que c'est vrai qu'on a bientôt terminé. Alors,
un dernier exemple, et puis après on finira par le collaboration, par le SRND, mais il y a plus grand chose à voir. Donc, pour la partie vidéo stream, donc là on a un hôtel, hein, vous avez un émetteur de multicast vidéo, vous avez à gauche le nom de la chaîne, l'adresse multicast utilisée, et puis vous avez sur la droite, en fait, dans l'architecture, vous pouvez avoir un AP qui travaille en multicast avec un terminal, et puis un autre AP qui travaille en unicast avec d'autres terminaux. Donc pour autoriser la fonctionnalité, config VLAN MediaStream Multicast Direct All Enable. Bon, il n'y a pas grand-chose de très complexe, hein. Vous devez qualifier le flux vidéo en mettant le nom, les adresses, euh, les adresses multicast, la bande passante maximum, et puis la taille des paquets. Donc ça, c'est fonction un peu de votre émetteur. Pour faire la vérification, vous avez un certain nombre de commandes, show media stream, etc. Je vous laisse voir. Donc, maintenant, en fait, il n'y a plus qu'un seul slide. On va parler un peu de ce qu'on voit sur le collaboration SRND, sur l'architecture. Bon, deux slides, il reste. Donc pour ça, il faut que vous regardiez le Collaboration System 12.x SRND. Il a été updaté en 2018. Il y a tout un chapitre, hein, c'est Wireless LAN Infrastructure. Je vous ai donné aussi le numéro de page pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et si vous êtes, bon, si vous êtes plutôt des gens qui êtes situés dans la partie collaboration, vous devriez lire ce chapitre si votre infrastructure comporte du Wi-Fi. Alors, il n'y a pas d'informations spécifiques sur le Wi-Fi 6, vu la date à laquelle il était sorti. Mais bon, ça, je pense que il sera updaté dans l'avenir. Dernier slide. Vous allez pouvoir trouver dans le SRND des, des recommandations sur les access points. Donc, vous allez utiliser des access points qui supportent le mode clean air. Vous allez autoriser l'ARP caching pour économiser l'énergie sur le client Wi-Fi. Et puis, autoriser le DTPC sur l'AP. Le DTPC, c'est le Dynamic Transmit Power Control. Et puis, bon, c'est quelque chose de spécial à Cisco. Vous allez assigner aussi un SSID pour chaque VLAN configuré sur un AP. Donc, WLAN Voice correspondant au VLAN Voice. Ça, c'est quelque chose d'assez classique dans l'architecture de collaboration sur les switches. Autoriser aussi QoS Element for Wireless Phone sur les AP. Et puis configurer sur l'AP de politique de trafic voix data. Accessoirement, d'ailleurs, la déclaration de profil Wi-Fi sur les CUCN concerne plus les paramètres de sécurité. Le gros du travail de la QoS doit être fait sur le contrôleur Wi-Fi et puis évidemment sur le réseau sous-jacent. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup. Écoutez, je reprends Voilà. la main sur la séance. Nous sommes prêts. Ben, écoutez, je pense que là, on est un peu court de temps pour faire des réponses aux questions en direct, mais je veux remercier énormément Alain d'avoir partagé avec nous cette présentation. Sachez qu'Alain est très actif sur la communauté en français, raison pour laquelle il a reçu 2 prix Stoddlight Award. Et puis, si vous voulez, je finis un peu les dernières informations
Et si ceux qui veulent rester encore 2-3 minutes pour répondre peut-être à quelques questions en live, on verra bien. Mais vous dire que, bon, toutes les réponses aux questions seront publiées sur le lien que Gabriela vous partagera. Et puis, il sera disponible sur la page de l'événement. Aussi qu'on va ouvrir une petite foire aux questions, ce forum de discussion. Et si jamais vous avez des questions a posteriori et vous ne les avez pas envoyées aujourd'hui, ben, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez revenir sur la page de la communauté en français et vous cliquez sur la bannière. Je vais la publier dans quelques minutes sur leur homepage. Alors, sur la page d'accueil, vous aurez la bannière et vous pourrez poser des nouvelles questions ou des questions supplémentaires dans le Ask Me Anything de cet événement qui sera publié jusqu'au vendredi 16 avril. Et aussi, savoir que nous avons ce week-end et hier, on a eu des problèmes sur la page. Alors, il y a eu la migration de la communauté chinoise et elle s'est incorporée à la structure globale de toute la communauté. Mais si vous parlez d'autres langues, sachez que vous pouvez basculer sur d'autres langues à partir de l'icône du globe terrestre. Nous avons 7 options de langues et vous pouvez les visiter toutes. Toutes, nous avons des événements différents. Alors, si vous parlez d'autres langues, vous pouvez les visiter et vous inscrire aussi à ces autres événements. Et finalement, vous dire que nous avons des réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram. Moi, normalement, je communique nos événements sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Alors, la plupart de nos experts aussi nous suivent et partagent. Vous pouvez les rencontrer là-dessus. Et finalement, à la fin de séance, vous aurez une pop-up qui s'ouvrira avec 5 questions de sondage pour que vous puissiez qualifier le webinaire, nous envoyer vos commentaires et aussi nous proposer des nouveaux sujets qui vous intéressent. Alors, à vous de répondre. Et puis finalement, au nom de toute la communauté, je veux remercier Alain vraiment pour cette agréable séance, Bon, cette oui, présentation. moi je voudrais te remercier, Jimena, pour toute l'aide que tu m'as donnée pour vraiment mettre au point cette présentation. Et puis je vous remercie tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Je vous souhaite Oui, une bonne merci. journée. Merci beaucoup. Et puis ceux qui veulent rester peut-être 1 ou 2 minutes de plus, vous pouvez rester avec nous. Ceux qui doivent se déconnecter, on comprend très bien, on ne veut pas abuser de votre temps. Et puis bon, vous savez, on se retrouve comme toujours à la prochaine. Et je vous embrasse très fort. Merci. Au revoir. Bon, Alain, si tu veux, je vais arrêter. Non, j'arrête pas l'enregistrement. On peut rester en enregistrement, mais ceux qui doivent se déconnecter vont se déconnecter. Et par contre, je voudrais vérifier si quelqu'un reste. Merci, Vito, dit bravo. Merci, Dito, pour vos commentaires. Répondez au sondage surtout. Merci. Et puis, je vais ouvrir ici le panneau de questions-réponses. Il y avait aussi sur le panneau du chat quelques questions. Bertrand a été très intéressé, mais je voudrais quand même répondre d'abord à 2 petites questions. Il y a Romain Guillot qui demande est-ce que toutes les bornes ne sont pas compatibles avec Clean Air? Ça dépend en fait. Il faut regarder dans la datasheet. Il faut vraiment regarder de manière spécifique. D'accord, Voilà. d'accord. Et puis, il y a Léo qui demande Cleaner déclenche des changements radio même si l'on ne désactive pas EDRRM, Event Driven RRM.
Oui. Ça, il faudrait mettre cette question de côté. Ok, Je regarderai de on va manière plus revoir. spécifique. D'accord. Robert demande la diffusion de plusieurs SSID à fréquences différentes 2.4 ou 5.0 est-elle pénalisante pour la qualité globale? Euh, Bah, je dirais que ça dépend. L'idéal, c'est d'être de toute façon en 5 gigas. Maintenant, le- pour moi, l'aspect 2.4 ou 5, en fait, il est très dépendant de à quoi, où va être située la paix. C'est-à-dire que si la paix est destinée, par exemple, à recevoir du public, qui va Oui, pouvoir avoir n'importe quel type de terminal. On a vu, ça va vraiment pouvoir être très varié. À ce moment-là, je dirais, c'est même pas une question de qualité de service, c'est une question de remplir une fonctionnalité. Et pour que ça marche, vous avez besoin à ce moment-là d'avoir du 2.4. C'est-à-dire que voilà, l'idée, si vous voulez, c'est a priori de mettre du 5 gigas partout. Par contre, mettre du 2.4 là où vous recevez du public, parce que vous n'avez pas de contrôle sur les clients qui vont être amenés. Et éventuellement, vous allez avoir des gens qui pourront pas utiliser vos ressources réseau parce qu'ils n'auront pas du 5 gigas. Donc c'est pour ça, typiquement dans des halls d'exposition, dans un hall de réception d'hôtel ou même dans un hôtel, vous allez devoir mettre du 2.4, mais c'est pas lié à la qualité de service, c'est plus lié à la fonctionnalité que vous allez offrir à vos utilisateurs. Voilà. d'accord. Et puis aussi, je vais te dire, dans la question de Bertrand, il demande pour le overlap, pour la VoIP, demande si ce n'est pas 50-50. Tu vois là, le slide où on dit c'est 80 20, si ce n'est pas 50-50 overlap pour VoIP. Bah, disons, moi, je regarde un peu les préconisations de Cisco. Après, on peut, oui, on peut avoir différents types d'organisations. D'accord. Et il demande aussi une autre question pour le mapping WMM par défaut n'est pas bon pour la SIG CS3. Je ne sais pas très bien si c'est une question ou c'est peut-être une remarque. Le mapping WMM par défaut n'est pas bon pour la SIG CS4. Bon, peut-être ça aussi, c'est quelque chose que je peux voir, je Ok. regarderai plus en détail, hein. Oui, sinon Bertrand, si tu nous aides directement sur le lien là pour le forum de discussion, peut-être tu peux t'étendre un petit peu, donner plus de détails, ça nous aiderait pour pouvoir te donner une réponse convenable. Ben, je pense que je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que Gabriella aussi elle doit partir. Mais je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout de la séance. Moi aussi. Et bah, je suis très heureuse de pouvoir vous rencontrer. Et puis, on se revoit au mois de mai. Nous n'avons pas encore notre expert, mais on va publier l'événement. J'espère que ce sera sur SD Access. Et puis, merci beaucoup, Gabriella, merci beaucoup, Alain, et merci tous les participants Merci. pour cette magnifique séance. Allez, bonne soirée et n'oubliez pas de répondre au sondage. Au revoir.